Bonjour et bienvenue à cette avant-première de Friday Night Sports Machine. C'est vendredi soir, nous allons faire la revue de l'actualité sportive. Mon nom est Stevie Ray et je suis en compagnie de mon co-animateur, Claude Gravel. Bonjour Claude. Bonjour Steve. Ça va bien? Oui. Passez une belle semaine? Excellent, merci. C'est bien. Sans plus tarder, nous allons parler de la scène du baseball pour cette année bizarre 2020. Nous allons rejoindre notre ami Serge Touchette qui, depuis son domicile, va nous faire un bilan. C'est quoi, mon cher Serge? Premièrement, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien. Tu es notre premier invité dans cette avant-première à Friday Night Sports Machine. Ma première question, quel bilan tu fais de cette année bizarre 2020 avec la COVID et tout ça, de ce qui a lieu dans le Major League Baseball cette année? Bon, c'était une saison assez pour le moins bizarre. D'abord, une saison écourtée. Ça n'a pas été évident. Ça a même mal démarré. On pensait même qu'à un moment donné, la saison serait carrément annulée. Ça n'a pas été le cas. Finalement, on s'est rendu de peine et de misère jusqu'à la Série mondiale. Et sans grande surprise, les Dodgers ont gagné parce que, si tu te souviens, en début de saison, la majorité des pseudo-experts favorisaient les Yankees et les Dodgers pour s'affronter en Série mondiale. Les Dodgers n'ont pas raté le rendez-vous. Les Yankees l'ont raté, mais beaucoup de blessés cette année. Ça les a ralentis pendant toute la saison. Des joueurs clés, dont Aaron Judge, ont été blessés. Stanton a été blessé aussi. Ça a été extrêmement difficile. Mais on a quand même eu une bonne série mondiale avec les Rays de Tampa Bay qui ont surpris beaucoup de gens en se rendant aussi loin. Ils ont perdu, mais quand même, les Dodgers, à mon avis, formaient de loin la meilleure équipe dans le baseball cette année. Alors, je suis d'accord avec toi. Bonjour Serge. Oui. Hey, c'est Claude. J'aimerais te poser une question par rapport au projet du retour des expos, au retour du baseball à Montréal, en fait. Et puis, je veux savoir si tu croyais encore au projet des Villes-Sœurs. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, j'y crois, oui. Parce que Stephen Brofman et son groupe sont très sérieux. C'est évident que avec les événements qu'on connaît, le projet est présentement sur pause, avec tout ce qui s'est passé l'année passée lors de la saison de baseball, avec la pandémie. C'est devenu un peu secondaire. Mais je pense qu'ils vont relancer le projet. Moi, j'y crois encore parce que, Brofman veut ça et désire ça à tout prix. Il préfère une garde partagée à une concession à temps plein. Personnellement, je suis pas très chaud à cette idée-là, mais entre ça et zéro baseball majeur, ça peut tenir la route. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, Tampa Bay n'a pas beaucoup d'options. La seule option de Tampa, c'est justement de partager l'équipe. Il n'y a personne qui fait la ligne pour avoir la concession. Moi, je pense que c'est encore très possible. Serge, on va terminer en une minute un commentaire sur un personnage qui nous a quittés aujourd'hui, qui a marqué l'histoire du baseball non seulement à Montréal, mais à Los Angeles. Tommy Lasorda, qui est décédé, que tu as connu. En une minute, qu'est-ce que tu me dirais sur Tommy Lasorda? Écoute, c'est un bonhomme comme on n'en voit pas souvent. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Moi, c'est un des gérants les plus particuliers que j'ai vus, dans le sens que c'est un gars qui prenait énormément de place. Haut en couleur, une grande gueule, faut le dire. Quand tu entrais dans le vestiaire des Dodgers, la première voix que tu entendais, c'était celle de Lasorda, qui criait plus fort que tout le monde. J'ai toujours pensé que la moitié du vestiaire appartenait aux joueurs, puis l'autre moitié appartenait à Lasorda, tellement il était omniprésent dans cette organisation-là. Un bon gérant, oui, absolument. Surtout un très grand motivateur. Je pense que tout sport confondu, je pense que c'est un des plus grands motivateurs que j'ai croisé dans le sport. C'était pas un stratège différent des autres, mais il pouvait transformer, avec ses propos, il pouvait allumer des joueurs moyens. Ben, merci Serge. C'est une qualité, c'est une assez grande qualité pour un gérant. Merci Serge et bonne année. Salut, vous autres aussi, bye. Claude, moi ce que je retiens de l'année 2020, c'est surtout qu'il n'y a pas de surprise. Ce sont toutes des équipes favorites qui ont remporté les championnats dans leurs ligues respectives. On n'a qu'à penser aux Lakers, aux Dodgers, on vient d'en parler, et du Lightning. Moi, je voudrais commencer avec la NFL. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai un prix orange pour commencer dans cette bizarre de saison. Ce sont les Redskins de Washington qui ont dû changer de nom. L'année a commencé dans l'entre-saison
avec un scandale sexuel au niveau de la direction, si tu te rappelles. Ça commence très mal un climat pour une saison. La question du nom, parce qu'ils font partie des organisations sportives dont le nom vient titiller un peu les oreilles des Autochtones, ont dû changer de nom. Tout comme ce qui s'en vient avec le baseball majeur, avec les Braves et les Indians. Les Indians, c'est déjà fait, qui s'appelle le Club de Cleveland. Un nouveau coach, Ron Rivera, qui aura sûrement des votes comme coach de l'année. Ils ont quand même remporté un 16e titre avec une fiche de 16-9, mais il a eu le cancer qu'il a vaincu durant la saison. Et tu as eu le corps arrière aussi qui sort de nulle part, Alex Smith. Et je crois que c'est plus de 10 opérations à la jambe. Comme corps arrière aussi, c'est pas très rassurant. Il y a seulement... ils ont commencé la saison 2 victoires, 7 défaites. Et sur 258 équipes dans l'histoire, ben, il y a à peu près seulement eux qui ont réussi à faire les séries. Je pense que le match en fin de semaine contre Tampa Bay risque d'en surprendre plus d'un parce que Washington a une défensive qui peut vraiment mettre beaucoup de pression sur un quart arrière. Je te passe la rondelle avec un prix, je crois, orange de l'année 2020. Oui, je suis pas d'accord avec ce que tu viens d'annoncer. En fait, non, parce que je crois que les Bucks ils vont passer au travers des un massacre? Ben, je dirais là, un genre de 35-10. OK, bon. On va retenir ta prédiction. Aurais-tu un fait pour 2020? Oui, en fait, j'avais une mention honorable dans la NFL cette année par rapport à une équipe, c'est les Bills de Buffalo. Okay. Vraiment une fiche incroyable. Avec on voyait venir ça avec les années d'avant. Et puis, Josh Allen, le corps arrière, et Stefan Diggs, qui est le receveur de la base, ont tous les deux battu des records d'équipe cette année. Oui, c'est intéressant. Même que Josh Allen, au dernier match, a réussi à 56 points, c'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est vraiment bien. Aurais-tu un autre plan? Oui, j'ai une mention honorable à un joueur, cette fois-ci, Aaron Rodgers, qui est un bon vétéran. Okay. 48 passes de toucher. Vraiment exceptionnel. C'est 8 passes de toucher que le deuxième poursuivant. C'est vraiment exceptionnel. Qui est Tom Brady. Exact. Moi, j'en ai un autre prix orange. Ce sont les Browns de Cleveland qui ont raté les séries 17 saisons avant cette année, qui les font enfin dans une victoire brillante de 24-22 la semaine dernière contre Pittsburgh. Et ils ont failli échapper le ballon en dernier parce qu'ils menaient par beaucoup. Ils ont failli se faire rattraper. Et la dernière fois qu'ils ont fait les séries, ils avaient également une fiche de 11-5 et le coach était Bill Belichick. Oh. Parce qu'il a commencé avec Cleveland. Donc, c'est leur meilleure saison depuis 1994. Aurais-tu encore quelque chose pour la NFL? Je vais juste parler du changement de garde qui a eu lieu cette année dans la NFL. On regarde les équipes comme les Bills à 12-4, les Browns, les Colts et les Bucks, qui avaient toutes des fiches perdantes l'année dernière, qui ont eu une saison très excellente, en fait, à 11-5. Suivi les Dolphins, que personne ne s'attendait. Il y a eu leur perte de corps arrière numéro 1 au début de la saison. Et puis, il y a un jeune qui ont lancé dans le bain. Ouais. Et puis, il a bien performé. Et les Dolphins vont terminer la saison avec une fiche de 10-6. C'est intéressant. Moi, j'ai un dernier prix orange. Je vais le décerner à mon joueur favori. J'ai parlé souvent de Tom Brady. Il est venu remettre les pendules à l'heure et fermer la bouche de certains sceptiques. À 43 ans, c'est le premier quart arrière qui, si vieux, réussit 40 passes de toucher. Pour les sceptiques, ben, comme je l'ai dit, ça vient peut-être prouver quelque chose. Il y aura beaucoup de pression sur Tom Brady à Washington. Je te le prédis en fin de semaine. Ça ne sera pas un pique-nique. Il y a certains matchs, justement, qui retiennent l'attention en fin de semaine. Moi, j'aime bien le match Colts contre Bills. C'est peut-être même le Super Bowl qui va se jouer là. J'aimerais parler de certains deuils de 2020 qui nous ont marqués. Moi, le premier que je retiens, c'est Pierre Lacroix, l'ancien gérant général et agent de joueur, qui a connu beaucoup de succès. Quand on parle de succès, lui, il a connu ça partout. C'est un gestionnaire légende. Il faut se rappeler aussi qu'il était agent de joueur avant. Oui. Il était l'agent de, entre autres, Patrick Roy, Mike Bossy. Sa fiche comme gérant, c'est incroyable. Il a toujours le champion, comment je pourrais dire, 9 championnats d'affilée de section. C'est un record qui tient toujours. Sa fiche en série, 91 victoires, 2 Coupes Stanley, et son équipe en saison jouait pour 623 le temps qu'il était en poste. Et lui, sa philosophie de façon de travailler était très simple. C'est qu'il voulait toujours faire la transaction avant le début des séries. Et on se rappellera qu'il a emmené des gros noms à Montréal, plutôt à Colorado, comme Roy, Bourque, Fleury et Rob Blake. Et quand il appelait quelqu'un, ça c'est une anecdote des gens qui l'ont consulté. Mettons, toi tu as une voiture à vendre et tu demandes 10 000 $. Lui, il t'appelait, te faisait une offre ridicule, exemple 4 000 pour ton véhicule de 10 000. Et il jouait le gars qui se fait avoir. Et à force d'appeler, il finissait
par avoir ce qu'il voulait. Au prix qu'il voulait. Exactement. J'aurais peut-être un autre deuil aussi à mentionner, c'est Diego Maradona, qui est mort trop jeune à 60 ans, qui était sur le déclin déjà depuis plusieurs années à cause peut-être de ses consommations de toutes sortes. Mais c'est le genre d'athlète, la personnalité rebelle et charismatique, qui vont toujours plaire aux gens. Et un peu comme Pelé, qui a été joué avec le Cosmos de New York en fin de carrière, qui offre encore des flashs de performance intéressants. Mais quand on a un démon aussi fort que la drogue, moi personnellement, j'ai connu un joueur, un jeune, je crois qu'il avait 19 ans, qui a été repêché. Il a eu un bonus de signature de 225 000. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec son 200 000 $? Eh bien, il a été en Thaïlande 2 ans. On ne l'a plus jamais revu. Donc, quand on réussit à percer dans le sport professionnel, parfois, c'est un cadeau empoisonné. Je te passe la rondelle. Je voulais parler d'un événement en particulier aussi par rapport à la santé, en fait. Guy Lafleur, qui est aux prises avec la maladie, on lui souhaite de bien récupérer, de récupérer la santé au courant de cette année, en fait. Oui. Je voulais te parler aussi en même temps d'une anecdote par rapport à Guy Lafleur. Quand j'étais jeune, j'étais dans un tournoi de hockey à Tursault, qui est la ville natale de Guy Lafleur. Et puis les joueurs demeuraient en famille. Et puis moi, mon coéquipier et moi, on demeurait chez un voisin des Lafleur. Et on avait été écouter les séries de 71-72 chez les Lafleur. Ça te rajeunit pas? Oh, merci. En fait, mais c'était les parents à Guy Lafleur étaient vraiment incroyables avec nous autres. Okay. Et puis, mais la mère de Guy Lafleur était vraiment spéciale. Elle prenait pour son fils. Oh, oui, elle voulait absolument. Parce que quand Bowman ne faisait pas jouer, puis elle nous le faisait savoir. Ah oui? Tu me disais qu'elle frappait même sur le téléviseur. Ça, je voulais pas te le dire. Ouais, non, mais regarde, on peut pas empêcher une mère d'aimer. Aurais-tu un autre sujet? Non, mais je fais mon dernier deuil. Vas-y. J'ai Derek Aucoin qui nous a quittés, un homme qui a beaucoup marqué l'histoire ici au Québec. Plus par son comportement, je veux dire, c'est quelqu'un qui cherchait toujours à aider n'importe quelle cause. Sur le terrain, mais qu'est-ce que vous voulez, il a eu seulement 2 présences avec les Expos. Un fait important, son fils Dawson a été prénommé justement Dawson à cause que André Dawson était le joueur favori de Derek. Et il y a un terrain, dans quelle ville déjà? À Boisbriand, qui porte le nom de Derek Aucoin. Et Derek a vu son fils frapper un circuit. Ça a été un beau moment. Et Derek Aucoin, tu l'as affronté parce que toi, tu as un long vécu de baseball. Oui, ben en fait, à la fin de chaque saison de baseball au Québec, l'ABC, Richard Raymond, qui était le chef, si tu veux, de l'ABC, l'Académie de baseball du Canada, eux, il y avait une équipe, ils voulaient absolument avoir beaucoup de compétition. Fait que, il m'avait demandé de monter une équipe senior avec l'équipe de la Ligue senior métropolitaine. Et puis, eux, ils s'étaient monté une équipe de joueurs professionnels. Okay. Fait que donc, j'ai affronté durant ce mini-tournoi-là Derek Aucoin. Quand il termine sa motion à 6 pieds 7, je veux dire, il est rendu dans ton visage. Il lâche la balle pas loin du visage, effectivement. Donc, 2 présences pour Derek en 96. Et la deuxième présence, il était en relève à Réal Cormier. Il a accordé un seul coup sûr, c'était à Mike Piazza. Les autres étaient toujours rappelés avant lui. Je pense même qu'ils ont rappelé un lanceur qui avait une moyenne de points mérités de 11, quelque chose. Et avec le temps, ce qu'on a appris, c'est que la direction des Expos ne voulait pas faire de passe droit. Mais je pense que ça a tourné contre la carrière à Derek Aucoin. Ça a été très mal vu de la part des Expos. Tu voudrais poursuivre notre revue 2020? En fait, je voulais y aller avec la NHL ou la Ligue nationale. Oui, vas-y, on va parler de hockey. En fait, cette semaine, vraiment un sujet de l'heure par rapport aux Canadiens ou ce qui se passe dans la Ligue. Pierre-Luc Dubois a avisé, ou en tout cas son agent aurait avisé qu'il serait disponible ou il aurait demandé un échange. Je pense que ce serait idéal pour le Canadien de sauter là-dessus, de faire une belle offre. En autant qu'on ne touche pas au noyau. Exact, mais en fait, on a beaucoup de stock à donner dans le fond parce qu'on est rendu vraiment bien entier au centre. Donc, il faudrait donner un centre, évidemment. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça va coûter cher. Mais je pense qu'il faut y aller avec une offre. Peut-être à 1 pour 1 avec Winnipeg pour l'année, on ne sait jamais. Ton point suivant? Pour la Ligue nationale? Oui. En fait, j'avais juste des mentions honorables que tu m'avais demandé de préparer. Oui, ben oui. Donc, j'irai avec l'Avalanche Colorado, parce qu'on avait fait une revue d'Orange et Citron dernièrement. Oui. Et puis, j'étais allé avec les Flyers. Mais là, mention honorable, j'irai avec l'Avalanche Colorado, qui a vraiment changé bout pour bout. Ils sont passés de 38-44 à 42-28.
Oui. Fait une grosse amélioration. Et puis si on regarde le championnat mondial junior qui s'est terminé dernièrement, je pense qu'ils ont 3 joueurs de l'équipe canadienne qui appartiennent au Colorado. Ben, je vais te parler justement du championnat junior. Moi, je pense qu'il y a une raison. C'est un travail d'équipe. Pourquoi les États-Unis l'ont remporté 2-0. Ils ont blanchi une équipe dans laquelle il y avait 20 premiers choix. Ben, je pense que tout au long de ce tournoi, le Canada a eu des adversaires trop faciles. On n'a qu'à penser à la victoire de 16-2 contre l'Allemagne, la victoire de 10-0 contre la Suisse. Ils sont arrivés au dernier match, peut-être trop soft, pas prêts, et ils ont pris d'attaque les Américains dès la première minute. Ils ont marqué au début du match, au début de la deuxième période. C'est une très belle expérience aussi pour Cole Caulfield. Le gardien Spencer Knight des États-Unis a été surpassé par le gardien. Ça me fait penser, ce genre de victoire-là, Miracle on Ice. Oui. L'équipe américaine de 1980 à Lake Placid qui avait battu les imbattables soviétiques. Ça me fait beaucoup penser à ça. Comment je pourrais dire, on a ressenti dans ce tournoi qui se faisait ce qu'on appelle un build-up, c'est que tranquillement, les États-Unis prenaient confiance jusqu'au dernier match et le Canada, peut-être pas habitué d'avoir autant d'adversité. Et beaucoup de choix de première ronde au sein des deux équipes. Je pense que le Canada, c'est 20 joueurs sur 21. C'est ça, mais des joueurs qui ont de l'expérience. L'équipe qui a le plus de joueurs dans ces deux équipes-là, c'est Anaheim. Anaheim avec les Ducks avec 5 et les Kings de Los Angeles avec 4. Tu as terminé avec le hockey? Oui. Bon, ben je vais te relancer. Tu pourras me dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec cette acquisition, soit Corey Perry. Oui, parce que ça, c'est un joueur, un vétéran solide qui va amener, il a une bague de la Coupe Stanley et dès son arrivée dans son premier point de presse, qui a parlé de Coupe Stanley. 100% d'accord. C'est ça qu'on veut. Bon, ben tant mieux. J'adore ce genre de joueur-là. Intense, passionné, exactement. C'est ce qui nous manque d'ailleurs à Montréal, là, à part Gallagher. Oui, ça va enlever de la pression à Gallagher. Exact. Je dirais aussi qu'il a été le meilleur joueur de Dallas en finale. Donc ça veut dire quelque chose, même s'il a 35 ans. Un compétiteur, un gars qui est apprécié et respecté partout dans la Ligue. Les défenseurs qui l'ont affronté le disent, ça fait mal de jouer contre Corey Perry. Lui, il veut gagner. Il est, comme on dit, easy going, beaucoup d'intensité. Donc, on a bien hâte. On va parler un petit peu de hockey, toi et moi. Est-ce que tu as d'autres sujets après rapport que le hockey? Non, mais j'avais juste un point sur la MLB. Ben vas-y, avant qu'on entende avec le hockey sur le baseball. C'est vraiment spécial. Cette année, il y a eu une femme DG qui a été nommée DG des Marlins de la Floride, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est une première. Donc, ça rouvre la porte à autre chose. Ça, c'est bien intéressant d'avoir une organisation. Avec beaucoup. Puis, en fait, c'est une femme qui est très compétente. C'est une femme qui était dans l'organisation des Yankees de New York autrefois. Ouais, c'est ça. Derek Jeter, qui est propriétaire des Marlins, l'a emmené avec. C'est fort intéressant. Ben, le hockey qui revient déjà le 13 à une semaine. Déjà la semaine prochaine, il y aura des matchs de jouer. On peut dire que c'est un service essentiel finalement la LNH parce qu'on est tous en train de devenir fous à la maison. Ça va faire du bien. Ben, je pense que oui. Ça va être difficile pour les équipes qui n'ont pas fait les séries. Parce que là, il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis presque un an. Et ça, c'est une situation inusitée qu'on ne voit jamais. Ça va être difficile. Le CH s'est grossi. Mais moi, j'ai peur, on n'a pas perdu de mobilité, j'ai peur que le Canadien, surtout dans les premiers matchs, cherche à jouer trop de façon robuste et qu'on ait beaucoup de pénalités. Les 6 premiers matchs sur la route, les gens ne savent peut-être pas ça, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On peut peut-être voir une équipe unie suite à 6 matchs sur la route, mais ça peut être aussi plus compliqué si les défaites s'accumulent. Et ce que je remarque, c'est que Marc Bergevin a beaucoup fait parler le restant de la Ligue. Il a vraiment bougé. Oh. Mais il reste à voir, parce qu'il a mis beaucoup de crémage sur le gâteau, mais il faut que le gâteau lève. Ça, c'est peut-être ma petite inquiétude. Beaucoup de profondeur, 4 trios. Et Marc Denis disait cette semaine sur TSN Radio, moi j'ai bien aimé ce commentaire-là, la vraie profondeur d'une équipe, c'est pas nécessairement d'avoir 4 bons trios, c'est d'avoir des joueurs capables de faire tout sur la patinoire. Et je pense que c'est le cas du Canadien. On est beaucoup plus proche de l'équilibre qu'on était avant. Là. Oui. Beaucoup plus. Et pour les gens qui pensent que le jeu de puissance va être vraiment meilleur cette année, faut quand même y aller avec une certaine retenue. Parce que oui, Gallagher, Anderson, Corey Perry, ce sont des joueurs qui se démarquent en power play en termes de hockey. Mais Gallagher n'a que 7 buts en 2 ans sur le jeu de puissance. Anderson n'en a que 5 et Corey Perry seulement que 4. Ça va être vraiment notre point faible encore cette année. Ben, c'est ce que je pense. Défensivement, on s'est beaucoup amélioré avec l'addition d'Edmondson et Romanov. Oui. Et puis Carey Price va être solide devant le filet. Donc, il reste à marquer des buts.
Là, on parle des trophées individuels déjà. Il y en a qui disent Suzuki pour le Frank Selke parce que l'enthousiasme, c'est contagieux. On va y aller un match à la fois, mais le Canadien s'est doté d'une identité maintenant avec toutes ses acquisitions. Le temps nous presse. On a presque terminé déjà. La semaine prochaine, on va faire nos prévisions. Division canadienne, toi, d'accord ou pas d'accord avec ça? Oui, oui. Est-ce que ça te stimule? Très d'accord. C'est comme un vent fraîcheur, en fait. J'adore le principe. Et puis, la division va être super compétitive. Étant donné que le temps nous presse, ben à chaque semaine, nous allons y aller avec un pari. Oui. Moi, ce que je te propose, c'est le premier match canadien à Toronto, parce que la semaine prochaine, déjà, il sera disputé, puisque c'est le 13, la prochaine émission, c'est le 15. Qui prends-tu pour notre premier 2 $? Oh, 2 $. OK, ben, moi, je vais y aller avec le Canadien Leafs, en fait. Là. Ouais. Je vais y aller avec le Canadien en surtemps. Le Canadien gagne le premier match? Oui, oui. Bon, ben moi, je prends Toronto. Je pense que ça peut aller dans le même sens que tu dis, parce que Toronto, je veux dire, ils ont une équipe très explosive. Je pense que le Canadien va se faire surprendre. Je dis pas que le Canadien ne connaîtra pas une bonne saison. On va faire nos prévisions la semaine prochaine. Je pense que le Canadien va faire des séries, mais on revient la semaine prochaine. Ben, merci, Claude. Merci beaucoup pour une première pour moi. T'es très gentil. Tu peux faire la fin. Je m'excuse. Vas-y. Ah, t'as mieux que je la fasse, mais tant mieux. Alors, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bon vendredi.